Donc, nous allons passer à la remise des prix, des prix des articles Musurgia. Et alors, cette année, c'est-à-dire l'année 2020, il y avait deux prix. Le prix SFAM d'un côté et le prix Jean-Jacques Natier de l'autre. Ce qui fait que Jean-Jacques est ici présent. Nous le remercions beaucoup. Jean-Jacques est un des piliers de notre société. Et je voudrais profiter de ce petit moment pour dire que nous dédions, d'ailleurs, nous dédions cette séance à Annie Labussière, qui est aussi était un pilier de notre société que nous regrettons tous. Et je voudrais vraiment avoir une pensée émue pour elle euh, maintenant, en ce moment-là, et nous ferons des choses au sein de la Société française d'analyse musicale pour honorer Annie et garder la mémoire dans notre cœur à tous, car c'était une personnalité attachante, émouvante et profondément affectueuse, et qui aimait la musique, et qui aimait la musicologie, et qui adorait l'analyse musicale. Donc vraiment, nous dédions cette séance-là à elle, et il y en aura bien d'autres. Je passe tout de suite la parole en fait au rédacteur en chef. Il n'y en a que deux ici présents puisque le troisième est pas disponible. À deux de nos trois rédacteurs en chef de la revue Musurgia pour expliquer comment se déroulait ce concours 2020. Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Je prends le relais pour donner quelques informations concernant ce concours. C'était la deuxième édition d'un concours d'articles, puisque vous savez certainement que la première édition avait eu lieu en 2019, à l'occasion des 25 ans de la revue. Donc cet anniversaire, c'était un bon prétexte pour lancer un concours d'articles. Donc on s'est testé à ce nouvel exercice. On y a pris beaucoup de plaisir. C'était une expérience qui était très positive. Et du coup, on a décidé donc la SFAM a décidé Musurgia ont décidé de renouveler ce concours d'articles durant l'année 2020, mais sous une forme un petit peu différente. Donc, un appel a été lancé à l'été 2020 et les différences ont été les suivantes. Cette année, comme l'a précisé Jean-Pierre, il y avait deux prix. Donc les participants concouraient pour deux prix différents. Le prix Jean-Jacques Natier et le prix SFAM, donc deux prix différents avec des récompenses financières qui ont été attribuées aussi à ces prix, ce qui était une nouveauté aussi par rapport au concours 2019, concours 2019 où la récompense était plutôt symbolique. Enfin, symbolique, nos lauréats sont repartis avec la collection intégrale de papier de l'ensemble des numéros, donc c'était un beau cadeau, mais en tout cas ici, voilà, on ne repartiront pas avec la collection intégrale des numéros, en plus avec la situation actuelle, voilà, on n'était pas en mesure de leur offrir des récompenses sous format papier. Donc, du coup, il y a eu des récompenses financières qui ont été attribuées, donc de 1000 euros pour chaque prix. C'est quand même assez significatif. C'est vraiment pour donner un coup de pouce à ces articles. Il n'y avait pas non plus de prix spécial jeunes chercheurs, parce que finalement, on avait vu l'année précédente que les jeunes chercheurs participaient, que de manière tout à fait volontaire. On n'avait pas besoin de les encourager davantage, et ils avaient aussi été lauréats des prix, donc nous n'avons pas fait de prix spécial jeunes chercheurs. Il y avait aussi, oui, des critères particuliers qui étaient liés aux deux prix. Donc pour le prix Jean-Jacques Natier, c'était exclusivement pour un article rédigé en langue française, donc pour encourager l'usage de la langue française. Pour le prix SFAM, il s'agissait de critères d'innovation méthodologique, voilà, donc pour essayer de développer des méthodologies nouvelles et innovantes. Voilà, donc encourager des nouvelles thématiques, susciter la rédaction d'articles, accompagner les auteurs aussi jusqu'à la publication, ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes en train de corriger et procéder aux améliorations nécessaires pour amener les articles des lauréats, mais aussi les autres articles, bien sûr, à la publication, puisque tous les articles, sans exception, suivent le processus éditorial habituel. Donc ça nous a permis aussi de dynamiser nos équipes, aussi bien l'équipe de rédaction que les équipes de la SLAM. Je ne veux pas parler trop longtemps, je vous propose juste quelques petits chiffres, que vous ayez mis en tête le nombre d'articles, par exemple, qui ont été soumis, puisqu'il y en a eu 16 cette année contre 18 l'année passée.
Les soumissions pouvaient se faire aussi bien en langue française qu'en langue anglaise. Donc cette année, nous avons eu 7 soumissions en langue anglaise et 9 en langue française, hein, c'est-à-dire 44% en anglais et 56% en français, exactement la même statistique que l'année dernière. J'ai aussi relevé les pays, en tout cas les pays d'activité des différents auteurs. Donc nous avons reçu des soumissions de personnes issues de 8 pays différents, donc 6 de la France, c'est-à-dire 38%. Pour l'Europe, en incluant la France, nous avons eu 12 soumissions, donc 75% provenaient d'Europe et 25% provenaient de pays hors Europe, notamment, alors si je vous dis les pays, nous avions donc les États-Unis, nous avions l'Afrique du Sud, nous avions l'Australie, également. Pour les pays d'Europe, il y avait la Roumanie, le Royaume-Uni, la Belgique, la France, l'Irlande. Et voilà, je crois que j'ai énuméré l'essentiel. Concernant la répartition entre les auteurs hommes et les auteurs femmes, nous avons eu 7 soumissions de femmes, soit 44%, 9 soumissions d'auteurs hommes, soit 56%, donc pareil, les mêmes statistiques qu'en 2019, donc une certaine constance, on va dire. Concernant les répertoires abordés, j'ai un petit peu regardé tout à l'heure, nous avions une soumission qui concernait la musique de la Renaissance, la musique classique, deux et demi parce que c'était il y avait un article qui concernait la musique tonale et d'autres, donc 2,5 pour la musique tonale, un article qui concerne la musique post-tonale, 2 articles qui concernent la première moitié du XXe siècle, 3 articles sur la deuxième moitié du XXe siècle, 3,5 parce qu'il y a là aussi un article qui concernait plusieurs corpus, les musiques populaires, donc vous voyez que les musiques populaires quand même font un bon score, et puis un article qui concernait les jeux vidéo, qui était tout à fait original. Concernant les approches, des approches vraiment très très diverses, donc des approches plus traditionnelles, analyse formelle, harmonique, analyse rythmique poétique aussi, analyse des topics, on a vu passer des questions d'intertextualité et d'intermédialité, on a vu des approches liées à la recherche-création, des approches plutôt épistémologiques, certaines approches liées à la psychologie, donc c'est vrai une grande diversité quand même d'approches, puisque je vous rappelle que l'innovation méthodologique, c'était quand même un des critères, donc c'est vrai que voilà, on a été attentif à ces choses-là. Voilà, donc il y a eu trois articles qui ont été primés. On va entrer dans le détail tout à l'heure. Ils seront publiés dans un prochain numéro de la revue qui est actuellement en préparation, puisque nous sommes en échange avec les auteurs. Donc il sera disponible, comme vous le savez certainement, sur la plateforme Cairn, et également en format papier, mais en tout cas sur la plateforme Cairn, ça permet d'avoir un accès numérique. Je mettrai le lien d'accès dans le chat tout à l'heure. Et je rappelle, pour conclure, que évidemment les soumissions sont toujours bienvenues. Donc, toutes les soumissions spontanées peuvent être envoyées à l'adresse de la rédaction en chef, c'est-à-dire rédactionmusurgia@gmail.com. Même ça, vous le retrouvez sur le site de la revue. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue Muriel, qui va vous donner des informations complémentaires sur le processus d'évaluation. Bonjour à toutes et toutes. Pour faire assez bref, pour juste vous dire comment nous avons donc sélectionné les articles primés. L'évaluation s'est faite en 2 temps. Un premier temps qui a été fait par un jury constitué de 2 membres, qui étaient la rédaction en chef de la revue Musurgia, le comité de rédaction, plus le président de l'ASFAM. Et donc, c'était un jury de 10 membres. La procédure était totalement anonyme en dehors de la rédaction en chef. Les articles anonymisés, la procédure d'évaluation totalement anonyme. Nous avons retenu 5 articles à l'issue de cette première sélection qui ont été transmis pour ceux qui étaient en français à Jean-Jacques Natier, et ils ont été soumis également en totalité à un petit comité SFAM constitué de 7 membres du CA de la SFAM, à l'issue desquels donc chacun a attribué un prix. Les prix ont donc été différents. Il n'y a pas eu de conflit entre les prix attribués. Les prix, donc un prix a été attribué par Jean-Jacques Natier. Et après délibération, les membres du CA qui constituaient ce jury SFAM ont décidé d'attribuer 2 prix ex aequo à 2 articles qui vont vous être présentés juste après.
Voilà, alors donc on va commencer par la remise du prix Jean-Jacques Natier. Le prix Jean-Jacques Natier a été remis à Benjamin Lassauzet pour son article sur Björk et je passe tout de suite la parole à Jean-Jacques que je remercie encore pour son initiative. Il faut que tu branches le micro, il faut donner le micro à Jean-Jacques. Et le micro aussi à Benjamin Lassauzet pour qu'il puisse dire un mot s'il est là. J'espère qu'il est là. Je suis là. Voilà, voilà. Bah, bravo Jean-Jacques. Bah, bravo Benjamin, bravo Jean-Jacques aussi. Est-ce que Jean-Jacques a le micro activé? Ah, il faut l'aider à activer le micro. Ça doit pouvoir se faire. Attendez. Peut-être que l'un des autres peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire, moi. Je vois Étienne, tu es Sylvain, co-hôte. Est-ce que tu peux éventuellement? C'est bon, Ça a je l'air pense d'être que bon. c'est bon là. vas-y, Jean-Jacques, tu peux Et parler? Ah oui, on C'est bon, t'entend. on est. ça y est, on m'entend? Oui, Oui. Ça marche? Bien. oui. Alors, je dois dire que je suis content de. Je voudrais, évidemment, c'est absolument évident que lorsque j'ai lu les articles qui m'avaient été soumis et que j'ai fait mon choix, j'ignorais complètement quel serait le contenu des 3 grandes interventions que nous avons eues depuis le début de cette séance. Et je suis très content du choix qui s'est fait, parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans les exposés, tous très très remarquables qu'on a entendus, c'est le silence, je dois dire, à propos d'analyse musicale, de l'analyse des musiques de tradition orale et des musiques populaires. Alors, ce qui ne veut pas dire que ces disciplines-là ne soient pas représentées dans nos institutions. Au Conservatoire de Paris, il y a un enseignement d'ethnomusicologie, Claude le confirmerait. Il y a également à la Sorbonne l'enseignement en ethnomusicologie de François Picard, où il y a, je crois le savoir, énormément d'analyse musicale. Mais ce qui m'a frappé, c'est que chacun des 3 intervenants, et en particulier lorsque l'on a parlé de culture musicale avec l'exposé, le 3e exposé d'Étienne, il n'était pas question des cultures extérieures à la musique tonale. Alors je sais que ce que je vais dire pour justifier le choix va donner des frissons à chacun de vous 3 et à beaucoup d'autres, parce que rien qu'avec la musique tonale, vous en avez énormément et qu'il faut que vous fassiez des choix. Mais je dois dire que je trouve absolument essentiel que la réflexion et l'enseignement de l'analyse musicale incluent l'analyse des musiques extra-européennes ou des musiques populaires. Ne serait-ce que parce que, on le veut, si on a un peu fréquenté l'ethnomusicologie, on sait qu'il y a des outils de l'analyse des musiques traditionnelles qui peuvent être utilisés pour l'analyse des musiques européennes ou des musiques tonales. Alors, ceci pour expliquer euh, donner un contexte au choix que j'avais fait, c'est que l'article de Benjamin sur la pop musique islandaise moderne de Björk, il a le très grand mérite de situer l'analyse proposée par rapport à une question à caractère anthropologique qui est celle de l'identité. Et à cet égard, c'est un modèle quant à l'utilité, entre guillemets, de l'analyse par rapport à d'autres secteurs et questionnements de la musicologie, notamment dans l'étude de la musique pop et dans l'ethnomusicologie. Mais ce qui est remarquable, ce qui m'avait beaucoup séduit dans cet article, c'est l'article commence par une présentation, bien sûr, du contexte, là le mot a été prononcé plusieurs fois ce matin, du contexte islandais et culturel de Björk, mais également les liens qui sont faits avec le matériau musical. Et si vous avez fréquenté un peu l'ethnomusicologie, vous savez qu'il y a toute une tendance de l'ethnomusicologie qui a eu tendance à ne la regarder que du point de vue culturel et de laisser de côté, là aussi, le côté analytique. Alors, la raison pour laquelle j'avais privilégié cet article, c'est que justement, il fait les deux.
il y a le contexte, mais il y a le lien, l'interprétation des structures musicales par rapport à ce contexte. Alors, et dans ce cas précis, l'approche se fait par rapport à un concept qui est passablement nouveau et qui est celui de la musique arctique, ou que d'autres ont appelé la musique boréale ou la musique circumpolaire. Les sections analytiques de l'article sont elles-mêmes rédigées en un langage clair et les éléments retenus sont toujours pertinents pour montrer le caractère islandais du travail de cette artiste qui s'appelle Björk. On apprend beaucoup sur elle, sur tous les 9 albums qu'elle a publiés, sur le détail des structures qui sont mises en œuvre, sur le rôle des textes par rapport à cette revendication culturelle d'identité islandaise. Alors voilà en gros pourquoi j'avais fait ce choix, et je suis d'autant plus heureux de l'avoir fait qu'il vient de me donner l'occasion de faire un appel. Je me tourne vers Jean-Pierre Bartoli en particulier, mais pour dire que ce serait quand même bien, alors là, on va me tuer, mais tant pis, que mes collègues incluent dans leur enseignement de l'analyse les modèles qui ont été utilisés pour les musiques non tonales et les musiques traditionnelles ou les musiques populaires. Ça me paraît absolument essentiel pour ouvrir l'esprit de nos étudiants. Alors, c'est paradoxal que je dise ça à un moment où tout le monde se plaint de la réduction de l'enseignement de l'analyse dans nos institutions. La solution qui avait été trouvée à la faculté de musique de l'Université de Montréal, je ne sais pas où on en est, parce que ça fait 6 ans que je n'y enseigne plus, mais c'est que lorsque je donnais le cours d'introduction à la musicologie, eh bien, j'essayais d'y parler autant d'histoire que de culture et d'esthétique et d'analyse, et ce, autant pour les musiques occidentales que pour les musiques traditionnelles ou les musiques de tradition orale. Ça peut être une solution peut-être que d'avoir un cours qui balaye de manière large, disons, les différentes branches de la musicologie et les différents types d'œuvres, les différents types de corpus qui sont tout de même constitutifs du fait musical. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je peux dire juste un petit mot, c'est que nous venons de discuter en chat privé, Sylvain et moi, et nous avons décidé que la prochaine rencontre de franco-québécoise présente là sera justement consacrée à l'ethnomusicologie et ou musique populaire comme modèle pour l'analyse. Eh ben bravo. Voilà, ça vient d'être décidé à l'instant. On va tout de suite passer la parole à Benjamin pour quelques mots, s'il veut enchaîner à ce qui vient d'être dit. Oui, Et tout puis à fait. pour qu'on le félicite, hein, bien sûr, hein, tout le monde l'applaudit. J'aurais dû commencer par le féliciter, mais enfin ça allait de soi, vu le choix que j'avais fait. Vous allez nous dire où vous vivez. Hein. Alors, merci. Déjà, je suis vraiment particulièrement honoré par ce prix. Et je suis d'autant plus honoré que, en fait, c'est un prix qui me rassure, qui me confirme que je suis dans la bonne voie, parce que cet article représente la première publication d'un virage que je fais dans mes recherches, puisque j'avais consacré ma thèse de doctorat à l'humour musical chez Debussy. Donc vraiment exclusivement aux musiques savantes. Jusqu'ici, toutes mes publications toutes mes communications, en gros, portaient sur les musiques savantes. Et j'ai, à l'issue de cette thèse, eu besoin de voir un autre chemin. Et c'est toujours assez... comment dire, assez risqué, parce que voilà, on a beaucoup travaillé dans un domaine pendant des années, on devient spécialiste de son propre sillon, et voilà, de voir que cette première publication, qui pour moi est un préalable vers l'écriture d'un livre consacré à Björk, soit reconnue de cette manière, c'est pour moi une confirmation que je prends le bon chemin. Vous me demandez où est-ce que j'habite. J'habite dans une région volcanique, puisque j'habite en Auvergne. C'est pas l'Islande, mais moi, j'ai quand même l'intention de prochainement m'expatrier pendant une période
en Islande justement pour m'imprégner du contexte culturel de l'intérieur, pour d'autant mieux comprendre, à mon avis, la manière dont Björk, mais aussi plus largement les musiciens islandais, laissent transparaître leur identité nationale et la topographie aussi de leur île dans leur propre création musicale. Eh bien, merci beaucoup. Bravo encore, Benjamin. C'est un très beau prix. Alors, on va tout de suite passer, parce qu'hélas, le temps passe, on va tout de suite passer à la remise de l'autre prix qui va être donné ex aequo donc à deux personnes. Le jury a beaucoup discuté et on n'a pas pu départager. Alors, on s'est dit, eh ben voilà, on va remettre le prix ex aequo. Donc, il est attribué à deux articles. L'article de Maurice Wildenburn, qui est actuellement doctorant. Il n'est pas là, hélas, parce qu'il est actuellement à Melbourne. C'est un Australien. Et donc, il était impossible de faire Melbourne-Paris Montréal au même moment. Et donc il dort. Et donc, eh bien, donc je vais quand même dire quelques mots sur lui. Il est actuellement doctorant à l'université de Melbourne, où il est également tuteur. Et il prépare sa thèse justement sur les compositions du compositeur qu'il a analysé dans son article. Son article s'appelle Interpreting John Sword's Pilan as a Sonic Detective Novel or Film Noir. Et c'est un sujet donc sur le compositeur John Zorn qui est vraiment nous a beaucoup séduit, parce que c'est un sujet, c'est une approche méthodologique autour particulière, tout à fait justement a priori utilisant un autre type de technicité que celui auquel on s'attendait, sur le compositeur John Zorn, et une œuvre qui est en hommage à l'auteur de romans de détective Mikey Spillane. Et cet auteur propose une description analytique de cette musique en la segmentant en une série de blocs sonores contrastés. Et il s'ensuit une réflexion d'ordre sémiologique sur la perception des signes sonores et musicaux de cette sorte de musique de film imaginaire. C'est tout à fait particulier comme musique, et qui nous a paru à beaucoup de membres de jury particulièrement fine et originale, jusqu'à dégager une interprétation convaincante de cette singulière composition. Je voudrais seulement citer sa dernière phrase. À son tour, la dernière phrase de cet article, que je traduis en français, car c'est un article en anglais. À son tour, la forme de la composition devient autre chose qu'un simple effet formaliste de nature purement sonore. La claire reprise de certains sons à la fin de la pièce, sounds, hein, j'ai traduit par son, mais c'est bien la notion de sound qui n'est pas exactement qui n'est pas très traduisible en français par son d'ailleurs. La claire reprise de certains sons à la fin de la pièce la rend comparable aux spirales descendantes auxquelles sont soumis les protagonistes de films noirs et de romans policiers, une répétitivité circulaire qui induit un pessimisme virulent. Voilà, donc vous voyez le contexte. Et là aussi, c'est une musique qui n'est pas entre le XVIIe siècle et Debussy, hein. Donc voilà. Et puis donc il n'est pas là, donc on l'applaudit quand même en son absence. Je pense qu'on lui enverra la vidéo de notre séance. Et puis l'autre article, eh bien, c'est celui de Thierry Dubot, qui est peut-être là, j'espère, et qui est à l'université et qui a fait ses études à l'université de Toulouse ainsi qu'au conservatoire à rayonnement régional. Je ne sais pas s'il est là, si on peut lui ouvrir son micro. Je suis là. Il est agrégé. Ah ben bravo, donc vous êtes agrégé, vous préparez une thèse sous la direction de Stefan Keim, qui est ici présent aussi, donc on est tout heureux de l'avoir avec nous, sur les correspondances stylistiques entre les symphonies de Schubert et de Bruckner, je crois, et vous avez écrit un article sur vers un tonetz le sujet c'est le suivant, vers un tonetz polyvalent, prospection autour d'un nouveau modèle graphique.
Et en vous accordant ce prix, on a tenu à vous récompenser pour une approche alors, très différente de celle qui a été celle de votre co-lauréat australien. Car là, vous êtes une approche beaucoup plus technique, hein. Il s'agit on a voulu montrer par là la richesse de la production analytique d'aujourd'hui avec un choix très différent. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus spéculatif aussi, c'est théorique. Et là, c'est l'originalité théorique qui nous a séduit. C'est une approche moderne du tonnet, qui constitue d'ailleurs aujourd'hui un secteur d'investigation assez important dans la théorie de l'harmonie aujourd'hui. Et cet article, votre article, a le mérite de soumettre au lecteur avec une grande clarté une proposition théorique originale de représentation du tonnet, accompagnée d'une application à un passage de la 5e symphonie de Bruckner. Donc encore bravo, vous êtes primé et on vous félicite. Et on va vous passer tout de suite la parole. Bravo encore. Alors je vous remercie, je suis à la fois très fier et très intimidé en tant qu'apprenti musicologue en herbe, on va dire. Donc là je vois les noms qui défilent et je me rends compte avec effroi que la plupart de ces noms apparaissent sur les jaquettes des ouvrages qui sont dans ma bibliothèque, donc on ne sait que dire. Bon, effectivement, cet article s'inscrit dans les recherches que je mène actuellement avec Stéphane Klein, qui est ici ce soir. C'est pas forcément un sujet très original, c'est pas forcément une période de l'histoire de la musique qui renouvelle profondément les différentes approches. Après, l'idée, c'est de développer une méthode d'investigation plutôt personnelle qui brasse différentes approches et qui essaie de proposer plutôt une approche globale d'analyse. Et plutôt justement, par rapport à ce qui se disait tout à l'heure, une analyse qui s'efforce autant que possible de décontextualiser les œuvres, et de considérer les œuvres en tant qu'elles-mêmes, en tant que structure, de les décortiquer dans tous les sens et d'essayer de les réassembler pour faire apparaître leur logique interne, sans aucune prétention d'opérer des liens excessifs avec le milieu, avec l'esthétique, etc. À suivre. Donc, très très fier et très intimidé à la fois. Voilà, bah écoutez, bravo. Et est-ce que cet article sera votre premier article publié ou est-ce que vous en Ah oui, avez... de plus, ce sera mon Voilà. premier article publié. C'est d'autant plus épouvantable pour moi, déjà. C'est difficile de passer inaperçu, donc voilà. Bah alors vraiment bravo et pour nous c'est un très grand plaisir et on remplit absolument après avoir respecté un anonymat parfait, on remplit vraiment une de nos missions qui est de soutenir les jeunes chercheurs. Bravo aussi à Stéphane Keim, hein, qui encadre donc Thierry dans ses recherches et donc, bah pour nous, c'est un grand plaisir. C'est aussi bien qu'il y ait 3 personnes de primées. Un petit mot, Sylvain, pour conclure éventuellement, maintenant. Ben, je pense que ces rencontres France-Québec ont une grande vertu, qui est celle de ranimer une passion pour l'analyse musicale. Et que cette passion, je pense, que peut être contagieuse aussi et peut-être résoudre de ce fait les problèmes momentanés que la discipline pourrait rencontrer. Je tiens aussi à remercier Jean-Jacques pour son implication auprès de la société, sa générosité. Et puis aussi, quand même, je pense qu'il y a une importance très, très grande de la Société française d'analyse musicale pour toute la francophonie aussi. C'est pour, en tout cas, du Québec, moi je trouve que ça fait un contrepoids nécessaire par rapport à un certain hégémonisme parfois dans les tendances nord-américaines. Donc je suis très, très heureux de ces rencontres. Je trouve qu'elles sont très fructueuses et que toute la vie associative auquel s'associe l'OICRM est très stimulante. Merci. Eh bien, voilà, bah, nous arrivons, il est 19h30. On avait prévu de s'arrêter à 19h30. C'est vraiment un timing digne de la SNCF de jadis. Ça n'existe plus d'ailleurs, la SNCF, je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, digne des trains français à l'époque où il y avait
un service public performant. Et donc, merci à tous, merci à Jean-Jacques encore une fois. Bravo aux lauréats qui vont être publiés le plus rapidement possible dans la revue Musurgia. Je crois que c'est le moment, hélas, de nous séparer, mais pour nous, ça va être un bon moment parce que en tout cas pour nous en France, on va enfin manger, on va aller dîner, mais je ne sais pas où vous en êtes. Ah, vous allez déjeuner, vous, alors, c'est ça? C'est parfait. Eh oui. Eh bien voilà, donc rendez-vous au mois de mai pour le thème a été déterminé par Jean-Jacques. J'espère qu'il y assistera. C'est donc la prochaine rencontre sur le modèle de l'analyse des musiques de tradition populaire et des musiques d'autres horizons pour l'analyse musicale en général. Ce sera le sujet et nous allons le préparer et nous indiquerons la date dès que possible sur toutes nos tribunes de l'ASFAM et de l'OICRM. Voilà, plus rien de plus à ajouter. Il est 32, il faut s'arrêter. Voilà, merci encore et bravo aux intervenants aussi, Sylveline, Étienne et Gilbert. Bravo pour ces interventions tout à fait passionnantes et merci à Claude pour sa direction des débats. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.